Alors, comme il y a deux personnes qui n'ont pas encore parlé, je proposerais peut-être de leur laisser la parole pour nous dire quelles sont leurs impressions et je dirais leurs réflexions, parce que je pense que ça a été depuis très longtemps une des réflexions importantes de Mme Funk, qui est elle-même médecin, de se préoccuper des problèmes chroniques des enfants et en particulier notamment des écoles. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je trouve en tout cas les différents exposés particulièrement intéressants et rien que le fait de mettre les uns avec les autres aujourd'hui est déjà évidemment une étape importante. Et ce qui m'a frappé depuis toujours et plus encore peut-être aujourd'hui qu'hier, c'est que c'est vrai que la Belgique a fait, comme beaucoup de pays de l'Union européenne d'ailleurs, toute une série d'avancées en matière de vraiment promotion de l'alimentation saine. Allez, il y a 10 ans de ça, sur le plan politique, il n'y avait pas vraiment une conscience et une volonté de pouvoir le décliner sur le terrain ou en matière d'activité physique. Et en même temps, même si c'est une première avancée, il faut quand même bien le reconnaître, en même temps, je trouve que ça reste encore beaucoup trop chèvre-choutiste par rapport à la dimension et à l'ampleur du phénomène, et y compris par rapport à tout ce qui, à l'extérieur, va exactement dans le sens opposé et pousse justement plutôt à la fois l'inertie, la sédentarité, et à la fois aussi à la consommation de produits, plus ils sont salés, plus ils sont sucrés, plus ils sont gras, et plus ils sont liquides avec le tout, si je peux m'exprimer comme ça, mieux c'est. Et donc face à ce rouleau compresseur, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et il me semble qu'il y a un enjeu qui est majeur, c'est que je trouve qu'on manque, en Belgique et à mon avis ailleurs aussi, hein, je ne jette vraiment la pierre à personne, mais je la mets d'abord dans mon camp à la limite, c'est d'un chef d'orchestre et de l'audace par rapport aux politiques qui peuvent être menées. Tous les secteurs sont concernés. Les acteurs de la santé, c'est très clair, les acteurs de l'éducation au sens très large du terme, c'est sûr aussi, mais les médias, tout l'enjeu de la publicité, le secteur agroalimentaire et donc derrière le secteur économique, la fiscalité, le moyen aussi de pouvoir déployer une fiscalité positive, enfin moi je le vois plutôt comme ça, une fiscalité négative. Forcément les familles, on en a beaucoup parlé, enfin pour moi ça fait partie du secteur de l'éducation, les collectivités, etc. Et donc en la matière, chacun mène certaines politiques là où il est, qui sont des politiques intéressantes, mais il manque cette dynamique d'ensemble, il manque des objectifs chiffrés qu'on pourrait se mettre pour pouvoir y aboutir, et donc de pouvoir se contraindre à rentrer dans un mécanisme qui soit, et dans une dynamique qui soit beaucoup plus forte, beaucoup plus audacieuse. Et je crois que pour ça, il n'y a rien à faire, ça touche tellement de niveaux de pouvoir, ça touche tellement de secteurs différents, qu'il faudrait, je ne crois pas qu'il y ait un seul modèle, un seul outil qui pourrait être envisagé, mais je crois qu'on devrait pouvoir mettre en place cette stratégie qui soit globale, qui soit transversale, avec quelqu'un qui a la tête, a la capacité à la fois d'avoir des leviers d'action vers les différents secteurs dont je viens de parler, mais qui pourrait également avoir des leviers d'action, y compris vers les différents ministères impliqués, pour vraiment avoir cette cohérence au niveau des actions, mais aussi cette obligation quelque part, à la fois dans les objectifs, et à la fois au niveau des moyens qui peuvent être déployés. Ça, c'est vraiment mon premier commentaire. Mon deuxième, mais ce sera évidemment vers ma collègue ici, qui vient d'INAMI, mais bon, il y a l'enjeu de la prévention, il y a l'enjeu du dépistage précoce, et là aussi je crois qu'il faut mieux se coordonner par rapport à des instruments, excusez-moi de l'appeler instruments, qui existent aujourd'hui, hein, que ce soit l'ONE, la médecine scolaire, au-delà même du médecin généraliste du pédiatre, enfin, tous les enfants, et ça c'est une chance en Belgique, tous les enfants, dès le plus jeune âge, passent à un moment donné, et donc cette capacité de dépistage précoce, on l'a. On l'a, mais probablement qu'on ne l'utilise pas encore suffisamment et suffisamment bien. Je ne sais pas si en Suisse, il y a aussi ce passage d'office chez tous les enfants dans le cadre de la médecine scolaire, probablement sous une autre forme. Sur le volet maintenant thérapeutique, et ça sera plutôt pour vous, c'est vrai, là, manifestement, dans des différentes interventions que j'ai pu entendre ce matin, ben oui, manifestement, il y a un vide important. Il y a aussi un paradoxe, effectivement, par rapport à un enfant obèse pris en charge, et il y a un coût de l'INAMI de 80 000 à 90 000 euros par an, alors même qu'il y a des interventions qui pourraient être placées plus en amont lorsqu'il y a des surcharges pondérales ou des obésités moins fortes, qui demandent alors une approche qui
soit et multidisciplinaire, mais et évidemment en externe et pas en résidence. Et c'est vrai que là, manifestement, il y a un manque important. J'étais assez interpellée par les messages qui ont été en tout cas relayés et explicités à travers tous les volets axes médicaux, paramédicaux et tous les partenaires autour de la prise en charge d'un enfant avant qu'il ne soit quelque part dans une situation où c'est fortement avancé. Je ne vais peut-être pas être plus longue à ce stade-ci, et alors je vous passe directement la parole. Je peux permettre de oui, faire, volontiers. Je passe la parole à Dr. Walcott, donc le dynamique qui présente aussi le cas. Cette présentation, c'est beaucoup de présentations très intéressantes. Et maintenant, je vais compléter effectivement. Donc, vous avez vu Madame Gouleux qui a présenté le rapport du groupe de travail obésité qui avait été mis sur pied au sein du comité scientifique des maladies chroniques. Maintenant, est devenu l'Observatoire des maladies chroniques à l'UNAMIC. Et donc, c'est vrai que quand même, il y avait une préoccupation et on cherchait à avoir un modèle de prise en charge parce qu'on n'avait que les centres de troisième ligne et que ce groupe de travail s'est penché au départ sur les problèmes d'obésité pédiatrique. Et donc, il a bien analysé tous les problèmes, une belle analyse de la situation. Et puis, malheureusement, il n'a pas réussi à tirer des projets concrets qui puissent être appliqués. Et donc, il y avait une volonté quand même politique, je vais signaler de faire quelque chose pour l'obésité pédiatrique. Et on a obtenu un budget de 76 000 € pour un projet au départ de dépistage précoce de l'obésité chez les enfants. Et bon, dans la concrétisation, il y avait quelques petits problèmes avec le projet tel qu'il était présenté parce que c'était plutôt sous forme d'une étude dans une seule région. Et donc, les résultats difficilement extrapolable et puis on a resté avec une étude, on n'a pas beaucoup de budget non plus. Et donc, après une discussion avec les personnes qui avaient proposé ce projet et avec le cabinet de l'arrondissement de Félix, on a proposé de plutôt faire évoluer ce projet-là vers un programme e-learning accessible aux médecins de première ligne. Parce que là, on répondait aussi à un autre problème qui est souvent mis en évidence, que ce soit pour la prise en charge de l'obésité, que ce soit pédiatrique ou adulte, ou pour la prise en charge d'autres maladies chroniques, parce que ici, ce sont vraiment des modèles de prise en charge de pathologies chroniques qui doivent s'appliquer. C'est qu'il y a souvent le même message qui revient, la première ligne n'a pas de formation suffisante pour pouvoir répondre correctement à la problématique. Donc, on a pris cet aspect-là des choses. Et il reste quand même un gros souci, c'est qu'on n'a toujours pas de proposition vraiment concrète et étagée pour la prise en charge de ces pathologies, ce problème de santé qui est quand même important. Et donc, ce que l'on craint maintenant, le programme de learning est en cours d'élaboration, mais la première ligne va rester démunie par rapport à l'information, mais voilà, les soins chez les diététiciens, la prise en charge psychologique, tout ça pour des problèmes. D'autre part, nous, on est maintenant dans une phase où on n'a pas de budget. Et que vous voulez dans l'histoire, on va faire des économies, ce qui nous amène aussi à reconsidérer la façon de pouvoir organiser et financer les soins. Et c'est pour ça qu'on se dit plutôt que d'avoir une approche plus axée pathologie par pathologie, on a constaté qu'on nous demandait souvent des supports de même nature pour les équipes multidisciplinaires, avec d'identifier les besoins communs et de plutôt évoluer vers le financement d'une plateforme qui puisse organiser des soins en assurant la base pour le travail multidisciplinaire. Donc c'est la réflexion qui est en cours maintenant au niveau de ce groupe de travail en maladie chronique. Mais il y a également une autre réflexion plus générale qui est dans le cadre du développement d'un nouveau plan maladie chronique, mais beaucoup plus médical que le premier. Il y a une pétition de départ développée par le KC qui est publiée début de cette année. Et il y aura un symposium malade chronique fin novembre 2013 qui va proposer des modèles de prise en charge et d'autres pistes de réflexion que nous espérons pouvoir mettre en œuvre. Tout ça va être évidemment conditionné à l'octroi de budget. C'est là le plus gros problème actuellement, c'est l'octroi de budget. Et d'autre part, il y a un autre contexte politique, c'est la réforme de l'État avec
d'autres, un transfert de compétences, notamment au niveau de la médecine générale de la première ligne de soins, une organisation, des réseaux multidisciplinaires locaux, ça, toute une partie de choses qui étaient gérées par le fédéral qui vont être reprises maintenant par les communautés. Ça va aussi un peu freiner les choses parce qu'il faut autant que. C'est pas parce qu'on dit voilà, maintenant on vous donne le paquet, c'est pas pour ça que ça va se faire. Il y aura une phase de tâtonnement, de réajustement. Je pense qu'en tout cas, il y a une volonté de faire quelque chose, on a déjà fait quelque chose. Et ce qu'on voulait surtout, quand je fais le travail dans l'idée, c'était de ne pas avoir quelque chose de première ligne très limité, et puis les centres de référence troisième, c'est quelque chose qui est si je fais une unité d'assurance en disant on va faire des centres de référence troisième ligne pour l'obésité, mais je vais le faire parce que c'est un problème tel que ce n'est plus envisageable pour personne de limiter ça à des centres de référence troisième ligne en laissant un vide absolu. Mais quand on voit ce qu'une journée comme aujourd'hui a appris d'abord aux personnes qui étaient simplement dans l'auditoire, y compris à chacun d'entre nous par les messages des autres, on se dit qu'il y a une série de problèmes qui nécessitent certainement par l'importance hiérarchique qu'ils ont. Parce qu'au fond, quand on voit les complications, est-ce que ça va coûter dans l'avenir? Parce que c'est un véritable mastodonte médical qui est c'est le cas de le dire, en chantier, c'est de se dire qu'à un moment donné, peut-être que certains sujets méritent un petit peu comme on l'a fait dans le cadre du plan cancer, où à un moment donné, on a mis tout le monde ensemble sur le plan hiérarchique en se disant mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer la santé des patients cancéreux par le dépistage, par l'efficacité des groupes qui les prennent en charge. Et donc peut-être que des dossiers comme ceux-là mériterait autour de la problématique de l'enfant d'avoir une conférence interministérielle, par exemple, se disant bien hiérarchiquement quels seraient les 2, 3, 4 grands chantiers sur lesquels il faudrait travailler pour améliorer substantiellement la santé de nos enfants en Belgique. Et dans ce cadre-là, à la fois la partie, je dirais, curative fédérale et la partie communauté française et néerlandophone pourrait travailler de concert pour trouver, je dirais, ce que chacun pourrait, en tout cas dans un monde évidemment très difficile, mais où nous ne pouvons pas ne rien faire, de trouver quelques solutions avec les experts qui nous permettraient d'éclairer sur ce qui hiérarchiquement pourrait être fait et avec des expériences comme celles que nous avons vues aujourd'hui dans d'autres pays. Clairement, alors, est-ce que c'est bien une conférence interministérielle? Ça peut l'être. Je reste un peu parfois sur ma faim, je dois bien être franche, sur l'efficience, on va dire, des résultats des conférences interministérielles. Mais sûrement, moi je vais faire deux réflexions. Un, le coût. C'est vrai que ça coûte. Mais si on devait faire un tableau et comptabiliser pour les 40 prochaines années, non plus alors par rapport aux enfants, mais ce qu'ils vont coûter en termes curatifs comme adultes, sur le plan cardiaque, sur le plan vasculaire, sur le plan diabétique, sur toutes les complications diabétiques. Moi je suis néphrologue, on va en retrouver en dialyse, enfin bon, peu importe, c'est pas pour en faire un tableau noir de ces enfants-là, mais dans une analyse macroéconomique stricto sensu sur le plan budgétaire, les coûts à moyen terme, je pense, sont 1000 fois plus importants. Sur un ordre de grandeur, c'est peut-être encore beaucoup plus que ce qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Et la grosse difficulté du politique, c'est qu'il n'arrive pas à se projeter sur le moyen et sur le long terme. Et c'est cette réalité-là, et je sais, elle n'est pas simple. En même temps, c'est un enjeu, je pense, majeur de dépasser cette vision qui est une vision du court terme. Deux, il n'y a pas seulement des mesures qui coûtent. Il y a des mesures qui coûtent, c'est vrai, mais il y a aussi des mesures qui demandent de l'audace et du courage politique. Monsieur Dehaut, vous avez pris l'exemple pour la publicité. Moi, je suis vraiment à 100% d'accord avec vous. C'est un vrai enjeu. Il y a d'autres questions qui méritent, qui demandent aussi du courage sur le plan politique. Allez, on parlait tout à l'heure, c'était vous, mesdames, ce qu'on peut faire au niveau du milieu scolaire. Repenser les horaires scolaires, y compris par exemple dans l'articulation du temps de l'école et du temps extrascolaire, pour éventuellement non pas demander aux parents de gérer la logistique de l'école, aux activités extrascolaires pour aller faire du sport, parce que les parents travaillent, etc., ils n'ont pas nécessairement la possibilité de le faire, mais pour ramener à un moment donné des activités parascolaires autres, y compris donc sport, éducation physique, voire d'autres,
au milieu de l'école. C'est bon par rapport à la discrimination des enfants qui n'ont pas la possibilité nécessairement, à vous en parliez, d'avoir d'autres activités, mais c'est bon aussi sans activité physique. Donc il y a des choses aussi qui ne sont pas nécessairement un coût et qui peuvent être faites. Mais c'est vrai que ça demande à un moment donné d'avoir peut-être une petite équipe, et pas nécessairement des politiques, mais à qui on donne ce leadership et à qui on donne cette capacité de levier vers les décisionnels alors. Hein. Mais voilà, pourquoi pas la conférence interministérielle, très bien. Je dis simplement, est-ce que ça suffira voilà, si je peux me permettre. Peut-être juste ajouter un petit mot en termes de coût. Bien sûr, le coût des soins de santé, ça n'est pas bon de faire de dessin, vous bien tracé, mais il y a un coût aussi au niveau société, puisque finalement, ces enfants qui ont obèses, ils ont une obésité de soi, souvent, ils atteignent des niveaux de diplôme au travail. Au travail, ils sont absents, finalement, ils sont virés, et puis finalement, il y a cet enchaînement, finalement, au niveau social, on va vers un appauvrissement très très important, et donc, ce n'est pas simplement des coûts de santé, c'est des coûts pour l'ensemble de la société. Et ça, c'est bien parce que le deadline est plus rapide. Donc cet argument-là, je trouve, est encore un argument plus fort. Parce que ces enfants qui ont aujourd'hui 5, 6 ou qui sont ados et qui ont 12 ans, ben, ils doivent normalement s'appliquer sur le marché du travail dans 10 ans maximum. Donc le délai est cet argument-là, évidemment un argument très très fort. Et ça, oui, tout à fait. Je voulais faire une petite remarque par rapport justement aux politiciens, au changement en fait je dirais de comportement et aussi de prise de décision. En Suisse, j'ai eu, je dirais, la chance de côtoyer toutes ces difficultés au niveau national, aussi en 3 langues, aussi avec un État fédéral, avec 26 cantons qui a un pouvoir de décision relativement important par rapport à chaque région, chaque canton. Donc on essaie d'en changer un, mais il y en a encore 25 autres à changer. Donc c'est très difficile. Je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, j'ai parlé des représentations de l'obésité. C'est ce que les gens pensent de l'obésité. Et moi, à la retraite, je fais beaucoup d'enquêtes sur les représentations chez les professionnels de la santé, chez les parents, chez les jeunes, chez les adolescents. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, même les professionnels de la santé, les pédiatres, ils pensent relativement de manière similaire à la population générale. C'est que l'obésité, c'est vu comme une maladie, c'est la responsabilité individuelle, c'est la faute de l'enfant, des parents, il n'a qu'à arrêter de grignoter, il n'a qu'à mieux bouger, les parents n'ont qu'à faire quelque chose, t'as qu'à faire. Et puis, et ça c'est un gros problème sur le plan politique, c'est que tant que les politiciens n'ont pas compris que c'est une maladie qui est causée par la société, c'est un mal de la société, et la médecine n'arrivera pas à soigner ce mal de la société. On n'a pas les moyens à l'heure actuelle, surtout en restriction budgétaire. Et donc, il faut travailler sur ces croyances et représentations. Et ça, bien sûr, on s'y attelle. Et puis, pendant 4 ans, pendant la longueur du mandat, on arrive à convaincre quelques-uns pour qu'ils changent. C'est que la prise en charge d'un problème commence par sa conscience. On n'a pas tellement l'impression, finalement, dans la population, qu'on a une réelle conscience de ce que ça représente en termes d'enjeux et de danger pour les générations futures. Et les générations futures, ce sont celles qui sont là déjà maintenant. Mais il est peut-être temps de laisser la place aussi aux questions et aux réflexions de la salle, de façon à pouvoir... Il me semble qu'un lieu important, c'est la commune où réside l'enfant. Enfin, notamment, je vous rejoins en disant que parfois, il y a des enfants qui viennent en consultation, mais ils ne sont pas... On téléphone pour eux dans une EMO, enfin, une équipe éducative locale. On leur enseigne qu'il y a l'ADEPS quand même, qui fait un travail remarquable de stage d'une qualité incroyable pour des prix quand même relativement accessibles. Enfin, je dis relativement, pour certaines familles c'est impossible, ça doit être remboursé. Mais ces familles souvent ne savent pas ce qui existe autour d'eux. Alors il y a un problème de synergie déjà dans les communes, mais la commune est quand même peut-être un lieu d'inscription de l'enfant où il y a moyen d'une concertation à une échelle communale. En attendant que quelqu'un fasse une vraie question, Madame Font, comment se fait-il que les soldats, boissons, sucrés, etc., ne soient pas interdits dans toutes les écoles? Manifestement, c'est une source de revenus supplémentaires dans certaines écoles, même dans les milieux favorisés, alors que dans d'autres écoles, il n'y en a pas, c'est une mesure, une décision prise par l'institution. Il serait facile quand même pour une équipe, imagine, et de qui ce que ça vous fait, d'interdire systématiquement. Alors, pour commencer par la dernière question, de qui est-ce que ça dépend? Ça dépend de la liste de l'enseignement.
Voilà, un. Deux, peut-être que par rapport à la liberté, l'autonomie scolaire, etc., il y a peut-être des questions plus techniques qui se posent. Enfin, allez, je pense qu'il y a un signal fort qui peut être donné, à tout le moins, au niveau du ministère de l'Enseignement. Dans un monde idéal, je vais quand même vous répondre que moi, alors ce que je voudrais, c'est qu'on retire aussi les sodas dans un périmètre de 2 km autour de l'école. Pourquoi? Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les enfants, là où c'est interdit, les enfants soit trempent le matin avec leurs canettes dans l'école, et donc on retrouve les poubelles avec les canettes vides, mais forcément ils viennent de la maison avec leur soda. Donc ça c'est une des premières difficultés. Et la deuxième difficulté, c'est qu'ils sortent alors sur le temps de midi et qui vont plutôt faire vivre le petit marchand du coin plutôt que de ramener les bénéfices à l'école. Et souvent d'ailleurs, ils payent leur soda plus cher chez le petit marchand du coin qu'à l'école. Enfin, ça, c'est vrai que ces réalités-là sont des vraies réalités. Je crois qu'il y a deux choses. Un, voilà, pas en primaire. Un, je pense qu'il y a un signal clair qui doit être donné. Au sein d'abord, un signal fort, bon, pour respecter l'autonomie scolaire aussi, mais un signal fort qui peut et qui doit, à mon sens, être donné dans les écoles. Mais je crois qu'il faut alors le compléter, et reconnaissons qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont développé, allez, vous avez pris des exemples tout à l'heure en école primaire, mais reconnaissons que sur le terrain, moi je suis stupéfaite de voir, pas stupéfaite positivement, le nombre d'écoles qui ont développé des projets. Alors, l'accès à l'eau, ça c'est terrible ce que ça a changé. Le fait de justement promouvoir des collations saines, le fait d'avoir mis au niveau des cantines scolaires des repas vraiment et pensés autrement que uniquement sandwich avec plein de mayonnaise, je caricature à peine, un petit peu, je reconnais, vous m'excuserez, et on a développé vraiment d'autres, allez, des crudités, des pâtes, avec vraiment une approche alimentaire, d'une alimentation saine, les activités et les projets qui ont été développés au sein des écoles. Donc je crois qu'il faut leur compléter l'interdiction en se disant, ok, bah alors, on va aussi travailler, nous ensemble, partenaires éducatifs de l'école, pour essayer aussi de limiter l'entrée des sodas dans l'école, parce que c'est bien de les interdire sur place, mais il faut aussi, et je crois qu'on a besoin de cette complémentarité-là pour essayer en tout cas d'atteindre l'objectif, et singulièrement de remettre la place de l'eau comme boisson majeure, principale par rapport aux enfants. Ce qui permet aussi parfois d'avoir un effet positif vers les familles dans un deuxième temps, grâce à l'enfant qui devient ambassadeur de l'eau en quelque sorte. J'aurais voulu peut-être ajouter juste un point. C'est qu'il y a 10 ans, sur les conseils de la Société française de pédiatrie, du groupe de nutrition de cette société, on a demandé de supprimer la collation de 10 heures à l'école, ce qui a été fait. Et ça n'a pas créé de révolution, je pense, parmi les parents. On a bien expliqué le problème. Alors je sais qu'on me dit qu'il y a des enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner, mais quand on organise une collation dite saine, que j'ai calculée moi en tant que diététicienne, on s'aperçoit que certaines collations saines amènent quand même 525 kilocalories, c'est-à-dire le quart des besoins d'un enfant de 10 ans. Donc là, je pense que je ne sais pas qui a établi ces collations saines, mais en tout cas, certainement pas les diététiciens pédiatriques, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense que ça doit pas être une obligation. Moi, je passe le temps, durant les consultations de diététique pédiatrique pour des enfants obèses, à faire des certificats pour qu'on n'oblige pas les enfants obèses que je prends en charge à manger cette collation. Donc, on marche un peu sur la tête à ce moment-là, et je crois que les sodas, c'est un des problèmes. Mais il y a tout ce qui se passe dans l'alimentation de l'école qui doit être pris en compte et se dire que ce que je voudrais moi faire passer comme message, c'est que récréation n'est pas égale à restauration. Quand un enfant a du temps libre, il y a qu'il aille jouer. Et lorsque j'ai parlé de ça à des professeurs d'éducation physique, certains m'ont dit, oui, durant nos études, on nous disait quand un cours est terminé, allez fumer une cigarette. Et bien maintenant, on leur dit, allez manger des sucres. C'est pas un petit chouïa. C'est un problème. Merci pour vos interventions respectives, c'était vraiment très très intéressant, multidisciplinaire, naturellement centré sur l'obésité. On a mentionné à plusieurs reprises l'activité physique qui est mon champ d'intervention, et donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais peut-être par rapport à l'activité physique justement, pour prendre des exemples qui ont été faits ailleurs, pour revenir sur votre proposition. En fait, par exemple, la Nouvelle-Zélande, un jour s'est rendu compte qu'il fallait que sa population ne vienne plus
actives. Et ils ont créé une task force. Et cette task force avait des représentants à tous les échelons de pouvoir. Et chaque fois qu'une question était prise, était traitée à un niveau communautaire, enfin, communauté de vie, donc la commune, niveau provincial, niveau régional, etc., il y avait quelqu'un qui venait donner son avis par rapport à l'activité physique. Et activité physique, obésité sont extrêmement liées, je pense. Alimentation, activité physique, je crois que ce sont des éléments fondamentaux. Et je pense que si on veut réellement faire quelque chose, c'est un problème de société. Il faut que la société, toutes les composantes de la société interviennent. L'OMS parlait d'activité ou d'intervention multisectorielle. Mais je pense que fondamentalement, si on ne met pas tous les partenaires du même côté du char, et que si tous les chevaux ne tirent pas le char dans le même sens, on n'y arrivera pas. Donc vous avez mentionné tout à l'heure l'école. Il était évident que l'école a un rôle fondamental. Maintenant, l'école, elle doit aussi apprendre les langues étrangères, elle doit aussi apprendre mathématiques, langue maternelle, etc., informatique. Et il faudrait qu'elle règle aussi tous les maux de la société, comme on l'a souligné tout à l'heure, avec la famille qui doit aussi prendre en charge tout ça. Donc, je pense qu'on risque d'aller, à un moment donné, de surcharger certaines interventions, alors qu'une coordination est absolument nécessaire. Alors, peut-être juste un élément. On a parlé plus récemment, notamment maintenant dans la discussion de l'enseignement. On a parlé, je vais dire, de beaucoup de choses. Au niveau de l'enseignement, il faut savoir qu'il y a des conseillers en alimentation. Je crois qu'il y a 2 temps pleins au niveau de la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, pardon. Savez-vous que finalement, il n'y a pas de conseiller en activité physique? Alors que c'est quand même quelque chose qui pourrait aider les écoles à se rapprocher du modèle des écoles actives. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, je pense que j'ai entendu au moins 10 fois parler aujourd'hui du rôle important du kinésithérapeute. Ah, c'est bien. Moi, je forme des spécialistes des sciences de la motricité, donc des professeurs d'éducation physique, ou des gens qui, à un moment donné, ne vont pas travailler avec des malades, ils vont travailler avec des gens normaux, qui sont un peu différents, mais ils vont les faire bouger. Et je ne vois pas pourquoi on doit s'adresser nécessairement à des kinésithérapeutes qui, après le médecin qui traite la phase aiguë, vont s'occuper d'une phase de revalidation. Je ne vois pas pourquoi on ne fait pas appel à des spécialistes de la motricité, adaptés s'il le faut, plutôt que finalement à des kinés. Mais ça, c'est une question vraiment personnelle. Je suis directement sensibilisé par rapport à ça. Et donc, peut-être aussi par rapport à Madame de l'INAMI, pourquoi ne pas impliquer aussi des spécialistes de la motricité qui permettent finalement de donner des conseils, d'encadrer les groupes, parce que c'est leur métier. Voilà. Un débat. On a déjà eu dans un autre contexte la possibilité de faire appel à des professeurs d'éducation physique, donc des licenciés en sport. Et on s'est heurté là à un problème de législation où en fait, quand nous on finance des soins de santé, des soins dans le cadre de la prise en charge des personnes malades, eh bien il faut que ça soit fait par des personnes dont le métier figure sur la liste des professions de santé. Comme ils ne sont pas pour l'instant, ils sont bloqués. Voilà, mais ça c'est un autre. Peut-on évoluer? C'est Peut-on faire évoluer les choses? Parce que je pense que ça prend plus. À l'heure actuelle, ça c'est une législation au niveau de la santé publique. Voilà, voilà pourquoi nous ne pouvons pas à l'heure actuelle introduire dans notre convention. C'est peut-être dans les projets à avoir, c'est peut-être quelque chose d'important. Je pense que si on a réussi à le faire au niveau suisse, vous devez être capable de le faire au niveau belge, peut-être. Et d'autant plus que maintenant, il y a de plus en plus de formations en activité physique adaptée, en APA. Donc, c'est des maîtres d'éducation physique qui ont une formation complémentaire dans toute l'approche activité physique pour les personnes malades et handicapées. Et je trouve ridicule dans nos pays européens de former des gens avec une excellente formation spécialisée, et ils ne sont pas
santé, ça sert à quoi de faire des masters dans le domaine s'ils ne sont pas reconnus? Donc ça veut dire qu'il faut aussi évoluer avec les études universitaires pour changer la loi dans ce sens. Et je voulais juste rebondir sur votre remarque par rapport à la Nouvelle-Zélande. En réalité, tous ces changements en Nouvelle-Zélande sont partis de l'impulsion d'une personne, de la ministre de la Santé, Mme Annette King, que j'ai eu la chance de connaître, et qui a vraiment dû prendre en charge ce problème d'obésité, parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont très touchés, et surtout certaines populations de Nouvelle-Zélande, et du coup, ils ont dû changer. Mais cette personne a pris la décision, dit maintenant, dans mon pays, il faut changer quelque chose. Je pourrais faire un commentaire. Regardez si on prend la plupart des hôpitaux, on a la prévention primaire et la prévention secondaire. Au Canada, par exemple, c'est devenu une loi. Il faut avoir la prévention, prendre la promotion de la santé en tête de liste. Donc, ça ouvre réellement des domaines extraordinaires. Bien sûr, la loi est là, le financement n'est pas là. Donc, c'est toujours on tourne autour du pot. Mais pour ce qui concerne la prévention primaire, j'ai l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Tout à l'heure, on a entendu le Dr Lambert faire un calcul. Si elle traite par année, c'est 425 personnes. Et si il faut qu'elle traite la population, c'est 125 ans. Donc, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est de prendre une intervention qui est tout à fait globale. Et c'est ce qu'on essaie de réussir actuellement dans plusieurs quartiers de Montréal ou en Europe. C'est arrivé maintenant en Angleterre, où il y a des plateformes qui sont communautaires. Et plateforme communautaire, ça veut dire que tout le monde est concerné. Les médecins dans les hôpitaux sont concernés, les professeurs dans les écoles, l'activité physique. On a fait des programmes un peu partout. Le maire, il est là. Les maires se compétitionnent entre eux. On a fait plus de pistes cyclables que vous. Et puis, ils se donnent un petit peu et je pense que ça donne des fruits. Ça donne des fruits parce qu'on a remarqué que l'obésité diminue, que les gens se présentent beaucoup moins à l'hôpital, et ça devrait être pour vous un indicateur. Ça va faire beaucoup d'économies. Ça va faire, je pense, dans les 10 prochaines années, moins de cancer, moins de leucémie, moins de problèmes articulaires, etc. Et je pense que le gouvernement devrait songer, quand ils font ce calcul, de dire, mais si on le développe au niveau de la néphro, du pulmonaire, de la gastro et tout, les financements vont être terribles. Mais non, le financement ne va pas être terrible. Ça va libérer les médecins de s'occuper de ce qu'ils savent faire. Ça va donner aux parents réellement des enfants l'éducation. L'éducation va reprendre sa forme. Mais il faut qu'il y ait des gouvernements qui soient courageux et solides, mais qui ne se cachent pas derrière les chiffres. Y a-t-il encore d'autres questions, d'autres réflexions dans la salle par rapport à notre matinée? Limite, si le temps qu'on a mis le micro, je me permets peut-être de répondre à monsieur sur deux aspects peut-être. Donc, j'avais proposé en son temps, mais je n'ai pas été suivi, que l'on puisse mesurer anticipativement à chaque décision, à quelque niveau de pouvoir que ce soit, l'impact santé, positif ou négatif, parce que certaines décisions politiques ont parfois effectivement un impact santé négatif. Parce que ça, à un moment donné, c'est une logique sur laquelle on devra évoluer. Pour toute décision politique qui sont prises dans un gouvernement, quel que soit le gouvernement, on est obligé de passer par l'impact au niveau financier, l'autorisation d'inspection des finances, etc. La fonction publique, si elle est concernée. Et donc, on pourrait très bien y figurer en plus une mesure, évidemment, de l'impact santé positif ou négatif sur différents volets, que ce soit, y compris par exemple sur celui-ci. Et la deuxième chose, c'est que je retiens quand même votre idée des fameux conseillers, d'école en mouvement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en quelque sorte, c'est un message. Ça, je retiens cette idée en tout cas. Je la transmettrai à qui de droit. Je crois qu'elle est courante. Bon, ben voilà, je retaperai sur le clou. Je retaperai sur le clou. Ça c'est mon style. Voilà. Oui, bonjour, juste pour signaler quelque chose qui fonctionne quand même. En tout cas, de notre point de vue à Bruxelles, en tant qu'endocrinologue pédiatre, j'ai l'impression que tant l'ONE que les PSE, donc les services de promotion de la santé à l'école, détectent très clairement et mettent des remarques systématiquement aux parents et aux parents non plus quand un enfant a un baby au-dessus de la norme. Donc je pense qu'en tout cas ça a l'air de fonctionner. Par contre, dans les écoles... C'est pas éthique de détecter si on ne traite pas. Non, mais c'est la promotion de la santé, donc il réfère, elle dit vous devriez consulter car il y a un problème de surpoids. Juste avoir un mot du médecin comme quoi ils ont été vus pour ce problème-là.
Et moi, une fois sur deux, j'ai quand même des patients ou médecins traitants, ou n'importe quel autre médecin qu'ils ont vu, a écrit ça va, alors j'ai juste. Non, pas le médecin traitant, j'ai dit l'ONE et le PSE. Et ça, je trouve que de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y a un travail de qualité qui est fait. Tout à fait. C'est pour Je le peux me relais. permettre. En fait, je trouve aussi, et ça c'est un outil qui est extraordinaire. Hein. Tous les enfants passent, ce qui est incroyable, parce que souvent il y a des enfants qui resteraient sur le côté et qui échapperaient et qui quelque part devraient encore plus en bénéficier que les autres et qui n'échapperaient pas. Donc ça, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Le souci, c'est l'après. Oui, bien sûr. Et là, je crois que si on coordonnait mieux, si on se disait, voilà, on fait d'office, on organise les choses pour que quand, effectivement, soit l'ONE, soit le PSE, sur cette problématique-là ou sur un autre problème de santé, tire un peu la sonnette d'alarme, et tant mieux, mais quel est le suivi de cela? Donc, comment s'assurer que derrière, on n'est pas quelque part des enfants qui, alors que le dépistage précoce a été fait, échappent en quelque sorte à une suite logique, c'est-à-dire de prise en charge, voire éventuellement s'il faut compléter le diagnostic. On a fait tout un document, donc avant de présenter les documents qui parlent de recommandations, il y a un document, je n'ai pas eu l'occasion de présenter ce que j'avais dit, qui est un document prévention, qui est également fait par l'ensemble des collègues qui étaient ici réunis au cours de cette session qui a duré 3 ans. Donc on a effectivement en évidence et souligné quelques recommandations qui nous semblaient relativement simples, faciles et peu coûteuses à mettre en place. Une des idées, par exemple, qui avait été évoquée, c'était l'informatisation des cours de croissance, avec l'accès à une plateforme par l'ensemble des médecins où, quelque part, on déjà 25 000 ans à retrouver la courbe de croissance d'un enfant. Et ça, c'est déjà beaucoup plus facile pour que n'importe quel médecin qui voit un enfant qui fracture n'importe quoi se rende compte, tiens, oui, voilà, je le remets sur une courbe. Et ça, c'était une, ça faisait partie de ce document, on fait plusieurs pages, et c'était une toute simple mesure, non coûteuse. Oui, et aussi, je l'ai donné déjà de suivante, et puis il est accessible, je l'ai donné de toute façon de développer. Il y a une question. Merci. Moi, je suis médecin scolaire et je pense que je ne suis pas la seule ici. C'est vrai qu'on est très très sensibilisé par le problème d'obésité, mais il faut savoir que déontologiquement, le médecin scolaire, il doit référer l'enfant au généraliste. Nous ne sommes pas le médecin traitant de l'enfant. Et je pense que là, il y a un problème d'organisation, hein, loin de moi. L'idée de jeter le prof sur mes confrères généralistes, mais je pense qu'on est un peu tous démunis et nous avons pris dans notre service, nous avons pris l'habitude de faire un mot aux généralistes avec la courbe de croissance et on a une richesse, on voit l'enfant parfois depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, donc on a vraiment la courbe et d'ailleurs de plus en plus il y a des endocrinologues pédiatres qui nous contactent. Enfin, pas uniquement notre service, mais qui savent qu'en médecine scolaire, on a des dossiers quand même avec des choses précieuses. Et je pense que le problème, enfin, il a été souligné par vous, c'est le cadastre et c'est l'organisation, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. On est nulle part en Belgique. Et la formation. Et la formation. Ça, je trouve que vous disiez qu'il y avait peut-être une ligne, mais pour cette formation, il faut quand même qu'il y ait des acteurs du terrain qui participent. Et c'est là aussi qu'on regrette un petit peu. Moi, le regret que je peux avoir, c'est qu'on a passé 3 ans à discuter et la fin de cette discussion a été, ben voilà, le budget de 70 000 €, donc ça sera une formation e-learning pour les médecins généralistes. Et là, on n'a plus été contactés. Donc, on ne participe même pas à cette formation. Or, on est les acteurs qui voyons les enfants. Et ça c'est choquant parce que je crois que c'est vraiment pouvoir avoir l'expérience et pouvoir justement ajuster. Enfin, c'était très étonnant la fin de ce groupe de travail évidemment. Oui, alors. C'est vrai que la fin est. Oui, très bon. Allez, on peut rester un peu sur sa fin. C'est beaucoup investi. Le learning, c'était que ça a été un recyclage de projets experts. Et donc voilà, maintenant, un comité d'accompagnement de ce projet d'activité, c'est vraiment on est au stade de l'accord. Donc rien ne dit, qu'on ne va pas inclure d'autres partenaires. Et que la première ligne de l'environnement, la première ligne qui est en
c'est plus les enfants, parce que dans les régions où les enfants sont plus suivis par les médecins généralistes, mais plutôt par les pédiatres. Donc, c'est important que ça vise vraiment la première ligne, quelle qu'elle soit, c'est pas un programme limité des généralistes qui va être discuté, et on peut inclure de ces sujets pour être sûr que le message les interpelle, qui a un relais pour sa vie de cette première ligne de message généraliste, pour qu'on ait vraiment un relais, et aussi quand même que ça soit l'ensemble, la première ligne de prendre les enfants en charge. Avec des bons outils, c'est ça qui m'embête vraiment, n'est-ce pas? Avec des bons outils, c'est ça. Moi, au contraire, que les médecins généralistes prennent la plupart des enfants, je suis d'accord, parce que c'est la prise en charge de la famille. Le médecin généraliste, c'est le médecin de famille. Donc moi, je suis absolument... On leur donne les bons outils, c'est tout ce qu'on leur donne. On leur donne les bons outils. Est-ce qu'ils sont obligés? Je m'excuse qu'on leur donne les bons outils, mais qu'on leur donne un genre de forme d'évaluation par la suite pour voir s'il y a un effet, s'il y a un retour sur le coup, etc. Moi, j'ai la question pour Georges Casimir. Georges, on voit très bien que de plus en plus, la plupart des hôpitaux européens, canadiens, américains, ils ont vraiment une obésité farouche qui frappe la porte. Et qu'on arrive au point de vue chirurgical, on dit voici un poids corporel, un index de poids corporel qui est de 55. Il faut absolument faire une chirurgie bariatrique parce qu'on sait l'activité physique, l'alimentation, les conseils ne vont rien résoudre pour cet enfant. Maximum, on a enlevé 10%. 10% de 55, on est toujours au 50. Est-ce que vous préconisez une chirurgie bariatrique et certains types d'interventions qui vont aider l'enfant? Parce qu'on sait qu'on va éviter à ces enfants des greffes, des problèmes cardiovasculaires, des thromboses, des phlébites, etc. Je suis évidemment pas chirurgien. On a cette discussion pour le moment à l'hôpital des enfants avec Christelle qui est là d'ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai problème. Partout a souligné que jusqu'à présent, je pense 8 enfants avaient été opérés. C'est vrai que le recul par rapport à ce type de situation est un recul qui n'est pas très long et que ça nécessite évidemment de toute manière aussi une équipe multidisciplinaire où les nutritionnistes sont là parce que si on opère des enfants, on va modifier aussi leur transit, leur structure, on va avoir une manière de manger qui va être très différente probablement après une intervention ou avant. Là, on va évidemment leur éviter probablement aussi, s'il n'y a pas moyen de revenir en arrière, des complications tout à fait majeures. Donc je pense que c'est un vrai défi aujourd'hui thérapeutique parce qu'il en va de choix finalement fait par le médecin pour le bien-être et le futur bien-être de l'enfant sans que nous ayons tout à fait à l'heure actuelle les moyens de répondre à la question de savoir si nous n'induirons pas non plus des problèmes ultérieurs qui pourraient être relativement importants. C'est vrai que chez l'adulte, je pense que les séries sont souvent assez bonnes. Peut-être que je pourrais laisser la parole parce qu'en extérieur, on voulait poser une question justement. Peut-être que je pourrais en dire quelques mots. Merci. Bon, juste dire quelques mots, effectivement, qu'on est un peu embêté parce que là, on parle depuis un certain temps dans la discussion de prévention, donc c'est un autre problème. Quand on est vraiment dans l'obésité morbide, les orateurs ont parlé les uns après les autres, j'ai été extraordinairement surpris qu'aucun n'ait parlé en pédiatrie de chirurgie, alors que la seule chose qui marche vraiment dans l'obésité morbide, c'est la chirurgie. Et donc c'est très étonnant que dans le monde adulte, tout le monde a compris, tout le monde est d'accord qu'il faut passer par la chirurgie quand on est dans des critères évidemment bien déterminés. Dans le monde pédiatrique, ce message n'est toujours pas passé. Monsieur Lévy a donc soulevé la question, c'est qu'il se pose la question, parce qu'il a bien compris que les traitements vont venir, comme pour l'hépatite C dont on a entendu parler ce matin, mais ça va prendre quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand on voit l'épidémie actuelle, il n'y a pas d'autre solution dans ces cas d'obésité morbide que la chirurgie. Et qu'est-ce qu'on constate, c'est que je peux vous raconter une petite histoire d'un enfant de 10 ans, donc prépubère, maman opérée,
grande sœur opérée, passé 2 fois à Clairvaux pendant l'enfance avant de se faire opérer, grand-père opéré, enfin tout le monde opéré d'obésité morbide, et la gamine est à un BMI à 48, une résistance à l'insuline, un reflux gastro-œsophagien majeur, une carence en vitamine D, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on dit? Soit elle a le choix d'aller en clinique, puisque c'était le premier choix qu'elle avait fait, elle était allée voir le chirurgien qui avait opéré donc la maman, la grande sœur, etc. Et le chirurgien demande 7 000 € et il lui met l'anneau. Et puis là, la maman se pose un peu des questions, sans aucune mise au point. Et elle vient me voir, et à ce moment-là, on dit, ah non, on rentre dans une équipe pluridisciplinaire, on fait la psychologie, la diététique, on a perdu 1 an, elle a maintenant un BMI à 52, puisqu'entre-temps, elle s'est dit, moi je vais me faire opérer de toute façon, donc c'est pas la peine d'encore faire des efforts, et on ne peut pas l'opérer, puisque si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis rentré en Belgique que depuis 1 an, je pense que l'INAMI ne rembourse pas l'intervention pour les enfants de moins de 18 ans. Donc si vous allez en clinique et que vous payez, vous faites faire cette opération, si vous faites ça dans un cadre pluridisciplinaire qu'on essaye d'organiser ici, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien cet enfant, elle attend. Avant ma petite question, je rebondis juste sur la chirurgie bariatrique. Moi, j'ai eu quelques adolescents qui ont été opérés en Belgique. Et effectivement, chaque fois, je travaille un jour semaine à la KUL et l'autre jour côté UCL. Chaque fois, ça a été refusé en multidisciplinaire universitaire et ces patients sont partis d'eux-mêmes dans des cliniques périphériques où ils étaient acceptés et ça se faisait parce que la mère est passée par là, le père est passé par là, la sœur, et qu'ils savaient que ça faisait des années qu'ils étaient au régime, qu'ils essayaient, je dirais, le multidisciplinaire classique sans succès. Et donc c'est vrai que je pense qu'il y a besoin d'évoluer dans les guidelines. Alors moi j'avais une autre question quand j'ai demandé la parole, c'est que pourquoi est-ce qu'au niveau politique et je dirais communautaire, on n'arrive pas à mieux rebondir dans des campagnes comme la campagne actuelle, par exemple, 5 cigarettes, non, 0 cigarettes, 5 fruits et légumes, non, je ne fume pas, 0 cigarettes, 5 fruits et légumes, 30 minutes d'activité physique par jour, et je me dis, les conseils qu'on cherche pour l'obésité, c'est les mêmes que la prévention cardiovasculaire, c'est les mêmes que pour le cancer, c'est les mêmes que pour le diabète, c'est les mêmes que pour l'obésité chez les enfants. Quand on entend des campagnes comme ça qui maintenant n'arrêtent pas à nos oreilles, à la radio et à la télé, pourquoi est-ce que c'est suivi après d'une publicité sur des céréales bourrées de sucre? Pourquoi est-ce que c'est pas suivi au niveau scolaire de dire allez on embraye dans la campagne, au niveau de la commune, au niveau, enfin je dirais à tout niveau pour avoir un effet bien plus porteur que du one shot? Je dirais qu'un élément important aussi autour de l'information faite autour de l'enfant en général, parce qu'au fond, si on parle de la sécurité routière, nous avons très régulièrement aussi à la télévision, à la radio, des conseils tout à fait pertinents de sécurité routière, dont il a été démontré d'ailleurs qu'ils ont des effets sur le comportement des citoyens. Il me semble qu'il manque des informations pertinentes à des heures clés d'audience sur les problèmes de l'enfant. Si je peux me permettre, c'est l'article 17 de la Convention internationale qui a été publié, qui dit clairement que les médias sont tenus de délivrer une information utile socialement et culturellement. C'est l'article 17, vous avez cité le 24, le 27, c'est celui qu'on peut utiliser, et le 3, parce que comme on l'a tout dit, il dit que dans toute décision, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur toute autre considération. C'est loin d'être le cas. Mais puis la télévision devrait dire aux enfants, va jouer. Dehors. Dehors et courir. Il va faire ta poire aussi. Oui. Enfin, pour l'instant, voilà, il y a le message avec la brosse à dents, manger 5 fruits, mais il y a la pub pour le chocolat en même temps, donc les enfants sont... Au niveau de l'académie, il y a certainement des rapprochements, des retombées, mais je pense que une des choses plus à faire, c'est un travail avec les médias. Et donc, il y avait un journaliste de RTBF préparant un reportage télévisé
initialement c'est sur l'obésité chez l'enfant, puis nous informons les soirs, on installe ça au caractère nocif de certaines denrées alimentaires. Ce sont des éditeurs, mais parfois la catastrophe, on a déjà parlé de l'obésité. Ça les intéresse relativement peu. Donc, ça, une des lignes d'action, je pense qu'on va adopter au niveau de la qualité. Pour les intéresser, il faut quelquefois être un peu plus agressif, enfin, c'est-à-dire oser dire ce qu'on pense. Parce qu'on n'ose pas toujours dire ce qu'on pense en tant que professionnel, et ça ne les intéresse pas, parce qu'on a toujours le même discours, toujours la même chose, mais si on ose appeler un chat, ça les intéresse un chien. Un chien. Philippe Guéric, je ne peux dire que chat. J'avais juste 2 remarques très rapides par rapport à la chirurgie, parce qu'en Suisse, ça a été inscrit maintenant à l'assurance maladie, mais de nouveau, il ne s'était pas appuyé sur les experts pédiatriques, ça a été fait avec les chirurgiens adultes, il n'y avait pas inscrit de critères pédiatriques. Donc on pouvait opérer n'importe quel enfant, un enfant de 6 ans si on voulait. Alors là, avec la Société suisse de pédiatrie, on s'est opposé à ça et on a demandé une correction avec des critères pédiatriques selon les recommandations internationales. Et ce que je voulais juste rappeler, c'est qu'en traitant un enfant avec la chirurgie, on traite son poids. Mais c'est la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a tous les aspects psychosociaux, il y a la famille. Et on le sait bien, ça a été bien démontré chez l'adulte, il y a des échecs aussi chez l'adulte, quand finalement on ne traite que le poids, mais on ne prend pas en compte toute la problématique psychologique. Là, je voudrais quand même répondre qu'en France, il y a un PHRC qui est en cours. Je crois qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. On sait qu'à un moment donné, les enfants, ils échappent à tout ce qu'on fait, 12-13 ans, et l'obésité devient un truc exponentiel jusqu'à l'adolescence. Et à cause de ces fameux guidelines qu'il va falloir changer, ça j'en suis convaincu qu'ils vont changer, qui nous obligent à attendre la fin de 95% de la croissance, on arrive trop tard. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on parle de perte de poids, c'est de pourcentage de perte d'excès de poids. Donc quelqu'un qui a un BMI à 51, vous ne le ramenez plus jamais à 25 ou à 26. Il va tomber à 40, peut-être 35 s'il a beaucoup de chance. Hein. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et donc, je pense que ce PHRC, qu'est-ce qu'il a d'original en France, c'est de dire, on va mettre l'anneau, pas faire de bypass, on va mettre l'anneau à 12 ou 13 ans, au moment où on voit qu'on va s'échapper. Et on va faire tout le suivi pluridisciplinaire, sportif, à l'école, etc., en espérant comme ça que l'image corporelle ayant changé, les habitudes ayant changé, les habitudes alimentaires, etc., donc tout le travail que vous faites, soit à ce moment-là beaucoup plus efficace et qu'à 18 ans, avant que les complications de la mort arrivent, on puisse l'enlever. Voilà le genre de choses, je pense, auxquelles il faut réfléchir. Et la chirurgie, en fait, doit être au milieu. Elle ne doit pas être à la fin, elle ne doit pas être au début. Je pense qu'elle doit être au milieu. Voilà. Je pense que la chirurgie bariatrique ne fait pas perdre que le poids. Si on regarde un petit peu ce qu'elle donne sur une population de 4000 personnes qui ont été opérées en chirurgie bariatrique, on constate chez les adultes, attention, chez les adultes, on constate la chose suivante, perte de poids, BMI Henri, juste pour rectifier, 27. On passe de 55 à 27. C'est quand même impressionnant. Après cela, il y a une prise en charge, et durant la prise en charge, il y a encore une perte de poids, et on arrive à 22, ce qui est remarquable. Et on n'a pas de maladie cardiovasculaire, plus de diabète, plus de résistance à l'insuline, pas de problème diabétique. Bref, je pense que c'est quand même impressionnant en 18 ans. Pour en venir à la législation actuellement au Italie ne permet pas de rembourser avant les étudiants, ça a été discuté à l'époque. Quand on a introduit le remboursement de la chirurgie bariatrique, et ça a été effectivement bloqué parce qu'au niveau des pédiatres qui ont été consultés, il y avait l'idée qu'il devait devenir à long terme. Et c'était ça, c'est quand même ça le plus gros problème. Donc s'il y a de nouvelles études qui démontrent qu'on peut le faire efficace et que pour le long terme il n'y a pas de danger, ça peut être rediscuté évidemment. Pour une fois, ça sera un peu dommage. On arrive à un traitement quand même assez agressif qui doit être extrême. Il faut être vraiment en extrême recours quand on a épuisé tout le reste des problèmes. C'est qu'on a jusqu'à présent un vide
avant d'en arriver là, on ne donne pas de la chance à d'autres traitements. Et un problème que nous avons aussi, c'est qu'on a l'impression qu'en termes de cause bénéfique pour l'assurance sur la santé, tout ce qu'on peut faire ne sera avec une goutte d'eau s'il n'y a pas vraiment une prise en charge qui dépasse le cadre des soins de santé et même de la prévention. Parce que, comme vous avez bien souligné, c'est un problème de société, d'accès facile à la nourriture et à beaucoup de grâce. Il ne faut oublier que le gros est rentable, également des sociétés agroalimentaires. Donc s'il n'y a pas une prise en charge et une réflexion qui dépasse le cadre de la santé et que ce soit des soins ou de la prévention, et vraiment en termes de soins, de prévention, tout ce qu'on va pouvoir faire, ça sera vraiment un vide sans fond, on pourra sans arrêt injecter des sous pour soigner, pour prendre en charge. S'il n'y a pas de mesures pour limiter le phénomène, on n'en sortira pas non plus. Moi, je voulais repartir de l'exemple que vous avez donné. Donc, il y a un BMI à 48 avec une enfant de 10 ans, une obésité aussi morbide, et un danger de mort sur 3 générations. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une urgence, mais je me disais, c'est sûr que là, c'est pas un programme pluridisciplinaire à l'hôpital, au rythme qu'on fait, tous les 3 mois, qui va suffire, on est bien d'accord avec ça. Je pense que pour une famille comme ça, d'abord pour moi, à un moment donné, il y a peut-être une question aussi, un service d'aide à la jeunesse aussi concret sur le terrain pour aider ces familles. Je pense qu'il faudrait des programmes intensifs pour des situations comme ça, avec des éducateurs qui viennent à la maison, accompagnés d'AS, de psy, mais des choses aussi concrètes comme aller faire des courses avec cette famille, apprendre à cuisiner quelque chose, parce que parfois on est à des niveaux comme ça aussi. Hein. Parfois on a la diététicienne chez moi, elle doit apprendre comment faire une soupe, que je ne savais pas. Donc ce sont des choses extrêmement... là, effectivement, c'est des interventions au moins 2 fois par semaine. Évidemment, ça prend du temps pour que le BMI décroche, mais quand on voit que c'est sur la 3e génération, il y a les générations futures, il y a un énorme travail d'éducation, peut-être qui prime encore de la chirurgie. Voilà. C'est peut-être une calcul. Nous devons maintenant remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont participé à ce formidable échange, aussi toute la salle qui est là, qui nous a aussi aidé. J'espère que vous êtes là pour discuter de ce problème de santé publique majeur, et c'est clair que c'est comme souvent le début de quelque chose, ça va donner beaucoup de travail à faire, et on va essayer de Merci beaucoup.